Bienvenue à vous toutes et à vous tous à cette conférence consacrée au diagramme bioclimatique, comme vous pouvez le voir sur la page titre. Il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui se présentent comme spécialistes de l'architecture bioclimatique. Bon. Et systématiquement, je leur dis ou leur demande, vous établissez donc le diagramme bioclimatique. Et je peux vous dire que systématiquement, ces personnes me répondent, c'est quoi le diagramme bioclimatique? Alors cette conférence, je l'ai organisée sous forme d'une balade en 3 étapes. La première étape, bien évidemment, c'est répondre à c'est quoi le diagramme bioclimatique, le présenter, donner une définition, voir à quoi il sert, son utilité. La deuxième étape de cette balade, c'est un peu son histoire. C'est quelque chose qui est relativement ancien. Donc on parlera d'où il vient et où il va, parce qu'il y a des gens qui travaillent actuellement sur le diagramme bioclimatique pour le faire évoluer. Et enfin, troisième et dernière étape de cette balade, c'est comment utiliser le diagramme bioclimatique, avec quel outil utiliser le diagramme bioclimatique. Donc voilà, 3 étapes. C'est quoi? À quoi ça sert? D'où il vient, où il va, et comment l'utiliser et avec quoi l'utiliser. Alors, répondre à la question, c'est quoi le diagramme bioclimatique? Tout d'abord, je serais tenté de dire quel est son objectif. Son objectif est très clair. Selon le climat local, et on définira tout à l'heure ce qu'est le climat local, quelles données je dois prendre en compte. Selon le climat local, c'est repérer les stratégies architecturales à mettre en œuvre pour assurer le confort thermique au moindre coût énergétique. Quelle stratégie? L'objectif étant le confort thermique d'hiver et d'été et d'assurer ce confort thermique au moindre coût énergétique. Et ça me fait penser à la RE 2020 et à la première exigence de la RE 2020. Et la première exigence de la RE 2020, c'est, et lisons bien les mots, l'optimisation de la conception énergétique du bâti. L'optimisation de la conception énergétique du bâti, indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. Parce que si c'est pour mettre une chaudière, une clim, une pompe à chaleur, tout le monde sait faire. Mais optimiser la conception énergétique du bâti, ça, c'est affaire d'architecte. Et on a le diagramme bioclimatique qui est un outil. C'est Jean-Louis Izard, professeur d'architecture à l'école d'archi de Marseille, qui donne une définition. Le diagramme bioclimatique du bâtiment est un outil d'aide à la décision globale du projet bioclimatique, permettant d'établir le degré de nécessité de mise en œuvre des grandes options telles que l'inertie thermique, la ventilation généralisée, le refroidissement évaporatif. Et puis, dans les cas extrêmes, le chauffage ou la clim, bien entendu. Alors, est-ce qu'il est vraiment un outil d'aide à la décision? C'est donc qu'il est utile. Jean-Louis Izard répond quand même à cette utilité. Le diagramme bioclimatique trouve son utilité dès que les conditions climatiques s'écartent du polygone de confort. On a tendance à oublier que l'être humain est un animal homéotherme. On ne peut pas faire comme l'ours, hiberner et faire descendre sa température corporelle à moins de 10 degrés pour des raisons d'économie d'énergie. Et on ne peut pas faire comme le lézard qui, pour se réchauffer, se met en plein cagnard à 40, 45, 50 degrés de température. On ne peut pas. S'il fait trop chaud, l'être humain disparaît. S'il fait trop froid, l'être humain disparaît. L'être humain est un animal homéotherme. La plage de variation de la température que le corps humain peut supporter est relativement étroite. Donc le diagramme bioclimatique trouve son utilité
dès que les conditions climatiques s'écartent du polygone de confort. Et la distance qui sépare ces conditions des limites du polygone suggère, dans le diagramme bioclimatique, les solutions constructives et fonctionnelles qu'il faut adopter pour concevoir un bâtiment adapté. Adapté à quoi? Adapté au climat, température, humidité, vent, pluie, nébulosité, soleil, des choses que nos anciens avaient intuitivement incorporées dans leur démarche constructive et que, au cours de ces 10, 20, 30, 40 dernières années, on a oublié parce qu'une énergie abondante et ont reconstitué artificiellement un climat à l'intérieur de nos bâtiments. J'avais froid, j'appuie sur un bouton pour faire du chaud. J'ai chaud, j'appuie sur un bouton pour faire du frais. Or, il ne fait pas suffisamment clair, j'appuie sur un bouton pour mettre de la lumière. Et donc, ces solutions constructives relèvent de l'isolation de l'enveloppe, de la ventilation, de l'inertie thermique, de la protection solaire, de l'utilisation des systèmes passifs, bref, de la conception architecturale. Alors, d'où vient ce diagramme bioclimatique? Essayons de tracer un peu son histoire. Donc, d'où vient-il et où va-t-il? Est-ce qu'il est appelé à évoluer? Alors, si on se reporte dans les années 60-65, il y a une équipe de chercheurs qui, en réponse à la question « Est-ce que vous pouvez déterminer les caractéristiques de l'enveloppe d'un bâtiment selon les conditions climatiques? Est-ce que vous pouvez déterminer les caractéristiques de l'enveloppe d'un bâtiment permettant d'assurer aux usagers le confort, sans faire appel à une chaudière, à une clim? Dans les années 65, et c'est le département d'économie des Nations Unies qui a publié le rapport, ce rapport a pour titre l'étape de Mahoney. Mahoney, architecte en chef de l'équipe. Et ça se présente sous forme de 5-6 tables. Les premières tables sont des tables de diagnostic de l'environnement. Et l'environnement, c'est la connaissance de la température, mois par mois. C'est la connaissance de l'humidité, de l'évolution de l'humidité au cours de l'année. C'est la connaissance des vents, c'est la connaissance de la pluviométrie. Bref, connaître l'environnement climatique. Et les dernières tables, je crois que c'est la 6e, c'est des recommandations à partir de l'analyse, à partir du diagnostic. Des recommandations sur le plan masse, des recommandations sur les distances ou les espacements entre les bâtiments, des recommandations sur la circulation de l'air, c'est extrêmement important vis-à-vis du confort d'été aujourd'hui. Des recommandations sur les dimensionnements des ouvertures, je vous en dirai quelques mots dans quelques minutes. La protection des ouvertures, des recommandations sur encore la protection des ouvertures, mais vis-à-vis des vents, vis-à-vis du soleil, des recommandations sur les caractéristiques des murs et des planchers, des recommandations sur les caractéristiques de la toiture et des recommandations sur les espaces extérieurs, notamment la végétation. On est en plein dedans avec la RE 2020. Bon, les tables de Mahoney, je ne connais pas beaucoup de BET qui les utilisent encore. Il y en a certains qui utilisent encore les tables de Mahoney. Nous sommes dans les années 65. À la même époque, on a une équipe, M. Olgier, on parle des frères Olgier, qui présente le diagramme sous forme graphique. Et c'est la première représentation graphique du diagramme bioclimatique. Alors qu'avec Mahoney, c'était des tables et on remplissait les cases. Le diagramme bioclimatique d'Olgier se présente de cette manière-là. On a les deux principales caractéristiques du climat, à savoir la température, à savoir l'humidité. Et oui, quand je fais un audit énergétique, j'ai avec moi un thermomètre et j'ai avec moi un hygromètre.
quelle température, quelle humidité dans cet espace. Et au milieu, il dessine la zone de confort thermique, la zone dans laquelle l'être humain se sent bien. Seulement, si le couple température-humidité s'éloigne, sort de cette zone de confort, Olgier met en avant des stratégies bioclimatiques, des stratégies architecturales à développer. Si les températures descendent en dessous de la zone de confort, il parle du solaire passif, en donnant des valeurs d'irradiation solaire. Si le couple température-humidité est au-dessus de la zone de confort, comme stratégie, il met en avant la surventilation, le courant d'air, avec, en fonction des températures et de l'humidité, des vitesses de circulation de l'air. Ce travail s'est traduit par un bouquin, Construire avec le climat. Et puis, dans les années 70-80, on a M. Givoni qui reprend un peu les travaux et qui va très très loin dans les stratégies à mettre en œuvre. Mais lui, toujours une forme graphique du diagramme, lui présente le diagramme bioclimatique superposé au diagramme de l'air humide. Et bien entendu, les deux principales caractéristiques de l'air ambiant, la température et l'humidité. Et bien entendu, au milieu, le polygone de confort, la zone de confort de l'être humain. Si du 1er janvier au 31 décembre, heure après heure, le couple température-humidité était situé dans cette zone de confort, on n'aurait pas besoin de chauffer, de climatiser, on pourrait vivre en maillot de bain. Seulement, la réalité est tout autre. Sous nos latitudes, en territoire métropolitain, les températures évoluent à droite, à gauche, plus chaud, moins chaud, l'humidité évolue, humidité importante, humidité très faible. Donc, il donne, Givoni, des stratégies à mettre en œuvre. Ça s'est traduit par un bouquin, L'homme, l'architecture et le climat. C'est tout un programme, c'est, de mon point de vue, à ce moment-là, celui qui est allé le plus loin dans l'analyse et dans les propositions de stratégies architecturales compte tenu des conditions climatiques extérieures. Aujourd'hui, dans les années 2000-2010, on a deux architectes, Brown et Dequet, deux enseignants en architecture, je ne sais plus quelle université américaine, qui reprennent le diagramme de Olgier. Et diagramme sur lequel ils appliquent les conditions de vent et les conditions de lumière naturelle. Ça s'est traduit par un bouquin. Celui que je vous montre à l'écran, c'est la 3e édition. Et elle fait quelques 500 pages, alors que la première édition doit être quelque part, par là, elle fait à peine une centaine de pages. Mais ce bouquin est bourré de graphiques et de solutions architecturales, de schémas d'architecture pour répondre aux graphiques, tenant compte du soleil, du vent, de la lumière. C'est un document exceptionnel de mon point de vue. Parce qu'il n'y a pas que l'analyse, il n'y a pas que l'élaboration du diagramme, il y a aussi des solutions architecturales derrière. Et puis on est toujours dans les années 2000-2010, quand une équipe de chercheurs du laboratoire de Berkeley font une découverte fantastique et développent, à travers ce document, enfin cet ouvrage, développe le concept de zéro énergie façade et constate qu'une fenêtre, en tout cas orientée au sud, reçoit du rayonnement solaire. La nuit, elle en perd. Et quant au mur, il perd essentiellement. Et donc leur travail, ça a été de, en fonction des caractéristiques des vitrages, en fonction de la résistance thermique des murs, et en fonction de la surface des murs, et en fonction de la surface de vitrage, selon l'environnement climatique, d'optimiser tout cela.
Et donc, on a un bouquin qui est aussi bourré de graphiques. Seulement, cette équipe de chercheurs, avant, j'ouvre une parenthèse, parmi l'équipe de chercheurs, il y a Madame Lisa Eschong. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une architecte. Et il y a quelques années, elle a écrit un petit bouquin, un plaisir. Sa lecture, c'est un véritable plaisir. Le titre du bouquin, c'est Architecture et volupté thermique. Je vous invite à le lire, il se lit très rapidement, mais c'est un véritable délice. Seulement, cette équipe de chercheurs d'origine américaine, si les Américains ont débarqué sur la Lune, je pense qu'en matière d'architecture, il manque un peu de culture. Parce que le zéro énergie façade, nos anciens le pratiquaient. Un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nos anciens faisaient du zéro énergie façade sans le savoir. Si on regarde un masque provençal, j'animais une formation identique chez des confrères bretons et ils m'ont répondu, mais c'est la même logique et la même démarche au niveau de la longère en Bretagne. Alors, un masque provençal, c'était déjà le zéro énergie façade. Alors, arrêtons-nous quelques secondes et observons. Observons. Il y a une volumétrie, il y a un bâtiment. Ce n'est pas une sphère, comme l'igloo. Ce n'est pas un cylindre, comme la maison en Afrique. Ce n'est pas un cube, c'est un parallépipède. Et puis il a une certaine profondeur. On devine qu'il y a possibilité d'un air traversant. Et puis il y a de la végétation. Et puis il y a des espaces tampons sur les côtés. Et puis dans les combles. Aujourd'hui, on mettrait de l'isolation thermique. Et puis cette façade, il y a des ouvertures. Et si on fait le calcul, et j'ai participé au calcul, mais j'étais étudiant à l'époque, j'ai juste participé pour faire quelques crowbars. Si on regarde bien, la surface d'ouverture représente en gros 10% de la surface de la façade exposée et orientée au sud. Et donc les murs, c'est 90% de la surface de la façade. Et les murs font entre 45 et 50 d'épaisseur. 45 et 50 cm d'épaisseur. Pas au-delà et pas en deçà, parce que ça génère des problèmes. Alors cette façade en hiver est ensoleillée. Le soleil tape sur la façade. Les arbres ont perdu leurs feuilles. Le soleil rentre direct par les vitrages, simples vitrages, et chauffe les murs. Le mur va s'échauffer et cette chaleur va traverser. Et au fur et à mesure qu'elle traverse l'épaisseur du mur, elle s'amortit. Résultat des courses, entre l'amortissement et le déphasage, la chaleur qui est rentrée dans le mur arrive à l'intérieur une demi-journée plus tard, et il n'arrive à l'intérieur en gros que 10% de la chaleur de la journée. 10% du rayonnement solaire de la journée. Mais 10% sur 90% de la façade. Et l'horloge tourne. Et on arrive au petit matin. Et au petit matin, c'est la fraîcheur de la nuit. Seulement 10% de la fraîcheur de la nuit sur 90% de la façade. Il commence à faire frisquer. Les gens ouvrent les volets. Et par un simple vitrage, on récupère en gros 90% des apports solaires, mais sur 10% de la surface de la façade. Et cette quantité, parce que le rapport entre les surfaces de fenêtres et les surfaces de murs n'est pas un rapport au hasard, cette quantité-là est suffisante pour compenser la fraîcheur. Et donc, on a une température relativement constante. Et puis l'horloge continue à tourner. Et on arrive en été. Et en été, le soleil est beaucoup plus haut. La façade reçoit moins d'apports. Mais elle reçoit quand même une quantité d'apports. Moins importante que les apports reçus en hiver.
Et comme en hiver, ben, ces apports-là vont traverser l'épaisseur du mur. Mais pendant la journée, les volets sont fermés. Donc, cet apport solaire en été va arriver en fin de journée. Mais il va arriver que 10% du rayonnement solaire de la journée. Et en étant été, il fait chaud. Donc, on crée un courant d'air pour évacuer ce surcroît de chaleur. D'où du logement traversant. Et puis l'horloge continue à tourner. Et puis c'est la nuit. Et c'est le petit matin. Et le petit matin, comme en hiver, bah, c'est la fraîcheur de la nuit qui arrive. 10% de la fraîcheur de la nuit sur 90% de la surface de la façade. Alors qu'en hiver, pour compenser cette fraîcheur, bah, ils ouvrent les volets. En été, pour conserver cette fraîcheur, ils laissent les volets fermés. Et donc, on retrouve dans cette approche-là, bah, on retrouve des notions comme le coefficient de forme, l'orientation, les espaces tampons, le rôle de la végétation, la protection solaire, les rapports entre surface de fenêtre et surface de mur, qui ont été développés par le laboratoire de Berkeley, l'inertie thermique, le mur sud, des phasages amortissement, différent du mur nord. Le mur nord ne reçoit pas d'apport solaire, l'agencement des espaces, les volumes traversants, etc. Ben, sans le savoir, ils optimisaient la conception énergétique. Mais d'abord, pour assurer le confort d'été. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas de clim. Et si le confort d'été était assuré, ben en grande partie, le confort d'hiver était aussi assuré. Et si ça ne fonctionnait pas si bien que ça, parce que ben, pas de soleil ou autre, ils pouvaient corriger en mettant quelques bûches dans la cheminée. Mais quelques bûches dans la cheminée, ça portait un nom, ça s'appelait la corvée de bois. Donc tout était fait pour assurer le confort au moindre coût énergétique. Mais toutes ces notions, coefficient de forme, orientation, espace tampon, végétation, etc., pour moi, c'est affaire d'architecte et d'architecture. Et ça, c'est le retour du soleil. Parce que les énergies fossiles, la RE 2020 nous dit qu'il faut plus utiliser d'énergie fossile. D'abord, la ressource va se faire de plus en plus rare, la ressource est de plus en plus chère, et la ressource émet des gaz à effet de serre. Et il faut lutter contre le changement climatique, il faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est le retour du soleil. Oui, c'est le retour du soleil. Parce que si on regarde la consommation mondiale d'énergie, le petit cube bleu, par rapport à gauche au cube noir, les réserves de charbon. Bon, on a encore pour 200, 300 ans de charbon. Mais ça pollue, c'est salissant. Un peu moins de réserves de pétrole, un peu moins de réserves de gaz, et encore moins de réserves d'uranium. Alors ceux qui disent que le nucléaire, c'est l'avenir, je ne sais pas hein, avec qui ils voient ça. Alors oui, la quatrième génération des réacteurs, machin, mais bon, pour l'instant, c'est qu'en recherche et développement. Mais dans l'immédiat, eh bien, je redécouvre le soleil. Et donc, la première chose que je fais, c'est évaluer le gisement local. Et pour évaluer le gisement local, qu'est-ce que je fais? Ah ben, je fais le diagramme solaire. À l'époque, quand j'étais étudiant, on passait 2 heures pour le faire. Aujourd'hui, avec les instrumentations qui existent, en 2 minutes, c'est fait. Et vous prenez quelques minutes de plus pour faire 3-4 lignes de commentaires. Et il paraît même, je n'ai pas testé, qu'avec Google Maps ou Google Earth, je ne sais plus lequel, on peut faire le diagramme solaire en fonction du bâti existant autour de la parcelle de notre projet. Bref, c'est le retour du soleil, c'est le retour du droit au soleil. Le droit au soleil existait dans le code de l'urbanisme. Il a disparu dans les années 2004-2005. Je crois avec la loi urbanisme et habitat. Tout ça pour favoriser la densification. Mais on ne peut pas favoriser la densification
et développer l'énergie solaire. Il y aura un juste milieu à trouver. Bref, c'est le retour du zéro énergie de façade, c'est le retour du soleil. Si on fait une analogie, on parle de passoire thermique, moi je parlerai de casserole thermique. Hier, le robinet des énergies fossiles était ouvert à fond. L'énergie fossile coulait à flot. Non seulement elle coulait à flot, mais ça ne coûtait rien, vraiment rien. Donc on pouvait consommer pour notre petit pavillon 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 litres de fioul, ça représentait rien dans le budget. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc le robinet de l'énergie fossile coulait. Et puis on se souciait peu, et on s'est peu soucié, le soleil était là, mais on ne l'utilisait pas. Si, peut-être en été à la plage pour se bronzer. Aujourd'hui, ce robinet, on le ferme. On le ferme non seulement parce qu'il y a des problèmes géopolitiques, mais parce que ça coûte de plus en plus cher et que ça émet des gaz à effet de serre. Donc, on achète des rustines pour boucher les trous de la passoire thermique, pardon, de la casserole thermique. Elle a moins de trous. Des rustines. Et puis, on ne fait pas gaffe, le soleil est toujours là. Et demain? Et demain, c'est aujourd'hui. Parce que quand je conçois aujourd'hui, quand je construis aujourd'hui, dans 20, 30, 40 ans, le bâtiment sera là. Nous, peut-être pas. Et puis les clients diront: «Ah, l'architecte à l'époque avait vu loin». Oui, c'est déjà le sens de la RE 2020. Donc demain, le robinet, il n'y en a plus. Donc j'achète encore des rustines pour boucher les trous de ma passoire thermique, pardon, de ma casserole thermique. Et lui, il est toujours là. J'espère qu'on va lever la tête et qu'on va l'utiliser intelligemment, comme le faisaient nos anciens. Alors, le diagramme bioclimatique nous aide à cela. Alors, première question, comment utiliser cet outil? Alors moi, à l'époque, j'ai développé une application pour créer le diagramme selon Givoni, et une deuxième application qui servait de complément d'information, application développant le diagramme selon Holgier. Et en quoi consistait le travail? C'était tout simple. Prendre une station météo, prendre une période, l'année, le mois, la semaine, le jour, et positionner dans le diagramme le couple température et humidité. Et donc, ça c'est Dijon en juillet. Ça c'est Paris en juillet. Ça c'est Nice en juillet. On voit des différences. Alors comment j'arrivais à cela? C'était tout simple. J'ai acheté le logiciel Météonorme, j'ai fait un export Excel et j'ai importé toutes les données dans ces deux applications. Et puis après, je faisais mon rapport. Et je sortais le diagramme solaire, le diagramme bioclimatique du mois de janvier, du mois de février, etc., etc. Et ça permettait de sortir une stratégie dominante. Parce qu'en hiver, il faut que je capte, et en été, pour des raisons de confort d'été, il faut que je me protège du soleil. Pour l'instant, on n'a pas inventé de maison mobile entre l'hiver et l'été. Et il y a quelques mois de cela, j'ai animé des formations en Guyane. Et pour les participants à la formation, j'ai sorti le diagramme bioclimatique. Je l'ai sorti mois par mois, et puis j'ai sorti le diagramme annuel. Donc, le couple température-humidité du 1er janvier 1h du matin jusqu'au 31 décembre minuit. Et voilà ce que ça donne. Pour ceux qui connaissent un peu la Guyane, et en tout cas ces îles, Martinique, Guadeloupe, mais surtout Cayenne, quand on regarde l'habitat traditionnel,
les gens là-bas, les autochtones, ont mis en place un système de toiture ventilé. Parmi les stagiaires, j'en avais qui disaient: nous, on construit en dur, façade vitrée, et on climatise. Bravo, bravo, bravo. Mais avant d'utiliser, il faut peut-être savoir l'interpréter. Parce que c'est bien de dire, on positionne par rapport à la température et l'humidité la zone de confort, mais quand ça va plus haut, quand le couple température-humidité va plus haut en été ou va plus bas en hiver, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors Jean-Louis Isard a sorti différents documents qu'on peut trouver sur le site d'Envirobat Méditerranée. Donc le diagramme de Givoni, avec au milieu la zone de confort. Donc les limites de la zone de confort, si le couple température-humidité est situé dans cette zone-là, j'ai rien à faire. Donc je viens de voir une question, l'appli Météonorme sur Mac n'existe pas, hélas, hélas, hélas. C'est pour ça que vous devez voir sur le côté gauche un PC. Si les conditions, en tout cas le couple température-humidité, s'éloigne, va au-dessus, il faut mettre en place une stratégie de surventilation, le courant d'air. Mais si ça va bien au-delà, cette stratégie n'aura aucun effet. Mais en mettant en place cette stratégie, si le couple température-humidité est placé dans cette zone, je retrouve les conditions du confort thermique. Si ça va plus sur la droite, il faut que je mette en avant de l'inertie thermique. Si ça va sur la droite et vers le bas, donc ce qui veut dire des températures élevées et de l'humidité très faible, je mets en place du refroidissement évaporatif. Je me souviens quand j'étais gamin, ma mère arrosait le carrelage de la cour de notre maison. Le fait d'arroser le carrelage de la cour, parce qu'il faisait très chaud, l'eau s'évaporait et ça rafraîchissait l'atmosphère. Comment à Marseille, il faisait de l'eau fraîche à mettre dans le pastaga, parce que dans le pastis, on ne met pas de glaçons. Comment il faisait pour avoir de l'eau fraîche? Sans frigo. Et puis si ça va bien à gauche, il faut mettre en place des stratégies de conception solaire passive. Et puis si ça va bien à gauche, faut bien que je mette en place un système énergétique. En l'occurrence ici, un équipement de chauffage. Mais si mon bâtiment est bien conçu, bien isolé, mes besoins de chauffage seront faibles. Et si c'est bien au-dessus, là-haut, il faut que je mette en place des équipements de déshumidification parce que l'humidité est trop élevée. Et si c'est vraiment là en bas, il faut que je mette de la clim. Et donc, vous trouverez sur Envirobat Méditerranée des documents pour différentes stations météo. Là, c'est Embrun. Là, c'est Lyon. Là, c'est Nîmes. Et puis, il y a Marseille, il y a Montpellier, etc. etc. Donc, je vous invite à aller sur le site BDM Méditerranée pour récupérer ces documents. L'équipe d'enseignants de l'école d'archi de Toulouse amène une plus grande précision. Toujours selon le modèle du diagramme de Givoni, on met dans le diagramme de l'air humide la zone de confort. Zone de confort où il n'est pas nécessaire de ventiler. Et puis à gauche, on voit que si le couple température-humidité va sur la gauche, on a atteint les limites du confort. Sur la droite, on a atteint les limites du confort, toujours sans ventilation. Mais par contre, si on crée un courant d'air, on peut élargir la zone de confort, à condition que le couple température-humidité soit situé dans cette zone-là. Là-bas, c'est la limite de confort sans ventilation vis-à-vis de la température haute. À gauche était la température basse.
Mais si on ventile, on crée un courant d'air, on peut agrandir la zone de confort et ne pas ressentir d'inconfort et donc continuer à ressentir du confort. Attention à une ambiance trop sèche, peu d'humidité, en dessous de 20%, nos muqueuses buccales auront du mal à être humidifiées, mais on aura du mal à parler et à respirer. Et ces deux niveaux-là, c'est les limites de l'humidité relative, sans ventilation ou avec ventilation. Donc on peut élargir la zone de confort. Et donc, elle est élargie au graphique fond grisé sombre. Condition de créer un courant d'air. Ben oui, en été, on voit beaucoup de gens avec à côté de ventilateurs. Cette vitesse de vent supérieure donne la sensation de rafraîchissement. Le ventilateur, l'aérateur en plafond, le brasseur d'air en plafond. Donc, l'équipe d'enseignants de l'école d'archi de Toulouse positionne la zone de confort par rapport au diagramme de l'air humide. Elle est petite. Oui, parce qu'on se rappelle que l'être humain est un animal homéotherme. Et donc, on regarde autour de cette zone de confort, il y a une zone blanche. Sous nos latitudes, les coupes température-humidité, quand ils ne sont pas dans la zone de confort, le SV, zone de confort sans ventilation, il est très très souvent dans la zone blanche. C'est là que je mets en place mes stratégies architecturales. C'est là que je mets en place mes stratégies bioclimatiques. Et si ça va vraiment trop haut ou trop bas, ou trop à gauche, là, je ne peux pas me passer de chauffage. Là, je ne peux pas me passer de déshumidification. Là, je ne peux pas me passer de climatisation. Bon, on se sent un petit peu mieux. Pour l'instant, c'est que du papier que je vous ai présenté. C'est qu'une lecture du diagramme. Et maintenant, si je veux en faire un, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je fasse une copie des transparents précédents? Non. Ce qu'il faut que je fasse d'abord en premier, c'est d'aller chercher les données climatiques. Alors moi, j'ai acheté Météonormes. Parfait. Ça va coûter 400 balles, 500 balles. Vous pouvez prendre contact avec Météo France. Météo France, c'est payant. Vous pouvez aller sur le site Wonderground. C'est gratos. C'est le site qui regroupe tous les acheteurs d'une station météo, petite station météo. Et on leur demande, est-ce que vous voulez mettre à disposition de la communauté les enregistrements de vos stations météo? Et je me souviens, il y a quelques années, ayant fait l'audit énergétique d'une mairie, la parcelle d'à côté, il y avait une station météo. J'ai récupéré toutes les données. C'est gratos. Donc, soit Météo Normes, soit Météo France, soit Underground, ou bien, allez voir le Center for the Built Environment, excusez mon anglais espagnol, CBE Climat Tool. Vous tapez sur votre navigateur CBE Climat Tool. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit et que je peux utiliser l'outil. Et donc, quand je clique sur Use this tool, qu'est-ce qui apparaît à l'écran? La carte de toutes les stations météo au monde, dont les stations officielles de Météo France. Donc, il suffit d'agrandir la carte et d'aller cliquer sur la station météo de votre choix. C'est ce que j'ai fait. Moi, la station la plus proche, c'est Château-Arnoux. Donc, je double-clique. J'ai son pédigré dans le carré bleu. J'ai son pédigré. Et puis, en double-cliquant, j'accède à des tas d'informations graphiques. La première d'entre elles, la Rose des Vents.
La hausse des vents moyenne annuelle, la hausse des vents par mois, par période donnée, à une cartographie des températures, une cartographie de l'ensoleillement, une cartographie de l'humidité. Donc vous y allez et vous verrez la richesse graphique de ce site de données climatiques. Vous allez me dire, bon, une fois que j'ai fait, oui, moi, ce que je fais maintenant, quelques copies d'écran ou quelques copies de graphiques et 2-3 lignes de commentaires. Pour dire, regardez, on a prévu des espaces extérieurs. Vraiment, les espaces extérieurs, on les utilise plus volontiers à la belle saison. Or, la Rose des Vents nous montre qu'à la belle saison, il y a du vent en direction de les espaces extérieurs où les gens peuvent se retrouver. Donc, soit je le mets ailleurs, soit je prévois une protection. Et après, si je regarde bien ma station météo, je peux l'enregistrer, je peux la télécharger. Et je ne peux la télécharger qu'au format EPW, qui est le format spécifique du transfert des données climatiques pour le logiciel développé par le département d'énergie des USA, le logiciel Energy+. Eh bien, la plupart de nos logiciels de simulation thermodynamique, moi j'utilise Archiwizard, leur moteur de calcul, c'est le moteur de calcul développé par le département d'énergie américain, le moteur de calcul Energy+. Il y en a un deuxième en France qui a été développé par l'École des mines. C'est celui qu'on trouve dans le logiciel de STD comme Pléiade. Mais les autres logiciels, pour la plupart, c'est le logiciel Energy+. Et EPW, ça veut dire Energy+ Weather, donc c'est les données climatiques pour le logiciel Energy+. Bon. Et avec ça, je fais quoi? Moi, je télécharge et je positionne sur le bureau. Et ensuite, je vais chercher un outil pour faire le diagramme bioclimatique. Et là, je vais sur la Society of Building Science Educators. Et sur mon navigateur, je tape Climate Consultant. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il récupère les données au format EPW. Bon, quand je regarde le logiciel, comme il a récupéré au format EPW toutes les données climatiques, il en sort des graphiques. En plus, ce logiciel tourne sur Windows et sur Mac. Et puis, je constate qu'il y a une page qui est consacrée au diagramme bioclimatique. Alors, le diagramme bioclimatique de Givony. Ce n'est pas celui d'Olgier, c'est Givony. Bon, il suffit de cliquer et vous l'avez. Alors, j'ai cliqué pour vous. Donc, on va aller voir le diagramme bioclimatique. Alors, application. Donc, je mets là Climate Consultant et vous allez me dire si vous le voyez à l'écran, que quelqu'un me réponde par un oui ou par un signe de main ou par le voit. Oh, Oui, parfait. oui. Parfait. Jean-Pierre, on voit un texte. Oui, on voit un texte. Ok, c'est parfait. Donc, je fais Next, Back, je reviendrai en arrière. Je fais Next. Bon, ok. Ah, Start a new project. Ouais, je vais faire un nouveau projet. Je vais voir ce que je dois faire et ce que me dit le diagramme bioclimatique à partir des données climatiques de ma station météo. Château Arnoux, là, à côté. Alors, ouais, résidentiel, oui. Métrique, oui. Open Exciting. Ah. Comme j'ai déjà téléchargé, je l'ai mis sur mon bureau et que je l'ai glissé dans un dossier qui se crée en téléchargeant le logiciel Climate Consultant, j'ai mis la station météo au format EPW. Vous en avez d'autres.
Je me suis amusé à mettre Marseille, Nice, Paris, Los Angeles, Phoenix. Bon, j'ai mis Château-Arnoux. OK, open. Et voilà. Et c'est fait. Eh bien, j'ai toutes les données mensuelles sur l'irradiation solaire, les températures, l'humidité, le vent, etc., avec les unités. Je peux choisir, je dirais, le modèle de restitution. Oh, généralement, c'est la SRAE standard 55. Donc, je poursuis. J'ai les limites de ces données pour la culture. Mais surtout, ben, j'ai le graphique d'évolution des températures avec les valeurs moyennes. Ah, c'est moins joli que sur CBE Climat, hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai les températures, non, j'ai les apports solaires, global, direct, normal, diffus. J'ai, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'irradiation solaire, donc l'énergie. Ça intéresse un BET qui veut dimensionner son installation solaire. J'ai l'éclairement naturel, exprimé en lux. J'ai la nébulosité, le brouillard, c'est important ça. J'ai la vitesse du vent. J'ai l'évolution de la température du sol. J'ai l'évolution de la température et de l'humidité relative. J'ai l'évolution de l'humidité et du point de rosée. Ah, bah tiens, j'ai la courbe du soleil, j'ai le diagramme solaire en représentation cylindrique. Je peux appliquer là-dessus les masques solaires. J'ai l'ombre portée d'un piquet. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des cartes de représentation, un peu comme sur le site CBE Climat, hein, où on a l'évolution de la température, l'humidité, etc. Bon, un peu difficile à lire. Sur le site de CBE Climat, on a, en fonction de la position de la souris, les valeurs, je dirais, du pixel. On l'a en 3D, bon. Ah! Et j'ai le diagramme bioclimatique modèle Givoni. Bon, je peux supprimer tout ça. Donc c'est ma station Château-Arnoux. Parfait, donc je remets. Et puis bon, je peux décocher toutes les stratégies à mettre en place. Voilà, j'ai tous les points, tous les courbes de température, humidité, température et humidité pour toute l'année. Mais je peux faire pour un mois, le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, patati patata. Allez, je reviens à toute l'année. Non, je vais revenir au mois de janvier. Et je peux, bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux lui demander de me sortir la stratégie la meilleure ou la moins mauvaise. Et il me sort ben, le point 10, passif solaire direct, le protection contre le vent, et heating, chauffage et humidification, j'en ai besoin pendant 80% du temps. Ben oui, à Château-Arnoux, en ce moment, on se les pèle. Mais moi, j'ai une maison très très bien isolée, en botte de paille, 70 cm d'épaisseur. Il fait un peu froid, mais pas besoin de beaucoup de chauffage. Je peux regarder ce qui se passe, par exemple, en août. Donc, oui, puis j'efface tout, mais au fur et à mesure, il me le dit, les stratégies que j'ai à mettre en place. Donc voilà. Je peux aller voir un commentaire. Je peux aller voir un commentaire. Oh oui. Et là, c'est génial. C'est vraiment génial. Parce qu'il y a un lien direct avec les travaux de Édouard Majria. Vous connaissez Édouard Majria? Non. Oui. Je vous en dirai quelques mots dans quelques secondes.
Édouard Mazria a créé une association internationale, si ça veut s'afficher. Voilà, Palette 2030, mais c'est surtout un site où les gens viennent présenter des projets. Alors, des projets de partout dans le monde. Donc, Édouard Mazria part d'un principe, architecte le mec, hein. Il a été invité en 2015 à la COP 21 à Paris. Architecte, lui part du principe suivant. Vis-à-vis de l'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Le bâtiment est le problème. Le bâtiment est la solution. Et donc, il y a des tas, je dirais, d'informations, mais surtout des tas et des tas de projets. Donc, allez voir, hein, c'est riche d'informations, très riche d'informations, hein, toujours donc le site de Édouard Mazria. Donc, j'ai vu le diagramme bioclimatique, je peux cliquer sur mémoire pour cette séquence climatique-là ou pour cet environnement climatique-là, sur cette période-là, quelles sont les stratégies que je dois mettre en avant, quelles sont les stratégies les mieux adaptées. Bon, j'ai commentaires en page suivante. Bon, et puis à la rose des vents. Bon, je préfère la rose des vents sur CBE Climat. Hein? On est bien d'accord? Allez, on quitte. Quitter Climate Consultant. Yes, non, je fais pas de machin. Allez, exit. Et je reviens à la présentation. Donc, je serais tenté de dire maintenant, la balade est quasi terminée. Vous savez à quoi ça sert. Vous savez comment on l'utilise. Et vous avez un outil pour l'utiliser. Et vous avez un site pour récupérer des données climatiques gratos. Mais avant de vous donner la parole et répondre aux questions, bon, quelques ouvrages à lire. Ça ne fait pas de mal. Tous ces ouvrages ont tous un point commun. C'est que l'auteur est architecte. Alors, l'homme, l'architecte et le climat, Jean-Louis Isard. Manuel d'architecture naturelle, David Wright. Édité par les éditions Parenthèses. Ils ont la librairie à Marseille, sur la plage, je ne sais plus comment ça s'appelle, à quelques pas du siège de l'Ordre régional des archives. Éditions Parenthèses ont été créées par 2 architectes. Archibio, Jean-Louis Isard. Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatique. Un des 2 auteurs, c'est Alain Liébard, architecte. Le guide de la maison solaire, Édouard Mazria. Allez-y. Ça a été mon livre de chevet pendant de nombreuses années. Concevoir des bâtiments bioclimatiques. Pierre Fernandez et Pierre Lavigne. Pierre Fernandez est architecte et je crois qu'il est toujours directeur de l'école d'archi de Toulouse. Le guide de l'énergie solaire passive, toujours Édouard Mazria. À ma connaissance, c'est les 2 bouquins qu'il a écrits. Sun, Wind and Light, 2 architectes, Dequet et Brown, qui reprennent le diagramme de Olgier en y appliquant la lumière, le vent et le soleil. Alors que dans Olgier, il n'y a que la température et l'humidité. Donc, il enrichit le diagramme bioclimatique. Architecture sans architecte, Brudowski, ça fait du bien, architecte. Hassan Fatih, Construire avec le peuple, architecte. Et enfin, Vitruve, architecte, les 10 leçons d'architecture. Lui parlait d'odeur. Nous, on parle de qualité de l'air. Lui parlait de bruit. Nous, on parle de confort acoustique. Lui parlait de fraîcheur, de chaleur. Nous, on parle de confort thermique, etc., etc. À l'époque du Christ. C'était l'architecte de Auguste, empereur Auguste. Voilà quelques bouquins. Ces quelques bouquins me rappellent toujours la RE 2020 et la première exigence de la RE 2020. Optimiser la conception énergétique du bâti
indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre. On a tout en main pour faire bien. C'est le retour de l'architecture. Les systèmes énergétiques, on en aura encore, bien évidemment. Hein, on en aura. Mais plus d'énergie fossile. Plus d'énergie fossile. Le nucléaire, on a vu, l'uranium, il n'y en a pas pour l'éternité. Alors on attend la 4e génération de réacteurs. Bon, on attend. Voilà, dans l'immédiat, ce que je conçois aujourd'hui, dans 20, 30, 40 ans, le bâtiment sera là. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et Merci. plaisir de se retrouver sur la route de l'architecture. Absolument. Climatique. Bonne fin de Merci soirée. Jean-Pierre, c'était fabuleux. Au revoir. Merci. Au revoir.